urgences, bonjour. Allô, les urgences? Bonsoir. L'homme qui arrive aux urgences a été attaqué chez lui par un voisin avec un ustensile de cuisine très tranchant. Il a le corps couvert d'entailles et de multiples blessures aux jambes et au visage. Son oreille droite a été particulièrement touchée. Il est conduit directement en salle de déchocage, l'unité qui traite les cas les plus graves. Allez, venez. C'est les multiples plaies. Où vous êtes? Je vais vous demander de patienter en salle d'attente, monsieur. Bonsoir, monsieur. Regardez un peu la tête. C'est pas là, c'est derrière. Derrière. J'ai déjà l'étude, je sais pas si on va Voilà. D'accord. Ok, en fait, c'est à la nuque, l'autre pli. Il y a une bonne derrière, là. Ok, pose la tête. Il y a aussi le bras, la main gauche. Voilà. D'accord. Vous avez la fiche pompier avec le nom? Un petit peu le sang. Au niveau d'un cou, j'ai vu, au niveau de l'oreille, c'est sûr. L'aine au niveau de la jambe. Ouais, je l'ai vu celle-là. Vous avez mal ailleurs? Non, c'est une plaie au cou, en fait. Elle est c'est une énorme plaie à la nuque, une plaie sous l'oreille. Il est prévenu, Étienne? Étienne Goffin, jeune médecin urgentiste, va le prendre en charge. J'ai plus d'oreille. Allez, abîmez votre oreille. Étienne, il y a un SMUR qui est arrivé avec la plaie. Ok. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Je me suis affairé. Et il y a une signe de film. Un mec qui est rentré chez moi et qui m'a fait ça. D'accord. Sans qu'il se passe quoi que ce soit, c'était pas une soirée, c'était chez vous. Du tout. Vous êtes fait agresser chez vous par quelqu'un que vous connaissiez pas. Furieux. Et qui vous a donné un coup de couteau, alors, dans le cou. À chaud. De hachoir? Ça ressemblait en effet à la prise en charge d'un fait divers. Mais de toute façon, aux urgences, c'est souvent de l'imprévu. C'est rare qu'on puisse prévoir à l'avance ce qui va arriver. Allez-y, bougez. D'accord. Il avait été agressé par un hachoir et au final, il avait 2-3 grosses blessures dans le cou, 2-3 grosses blessures au niveau du membre supérieur gauche, quelques petites blessures au niveau du membre inférieur gauche. Il y en avait une grande au niveau de la nuque. Donc il y a pas mal de plaies là-dessus aussi. Le bras, dans le cou, ici. On n'a pas enlevé le caleçon encore pour vérifier. Tiens. Ouais, c'est superficiel, ça va. Enfin, ça va être collable. Après... Là, t'as une nouvelle plaie. Et là. Je suis impressionné par le nombre de blessures qu'il a. Vous arrivez à sentir sur tous les doigts quand je touche? D'accord, vous arrivez à tous les bouger? Super. Ce qu'il faut voir, c'est essayer d'évaluer chaque coupure, savoir si elles sont profondes, s'il y a des lésions au niveau des tendons, des nerfs, de vaisseaux qui nécessiteraient des sutures un peu plus complexes. Aux urgences, notre but, c'est juste de stabiliser le patient et d'éviter que les plaies s'aggravent. Après, s'il y a un travail de reconstruction, c'est les chirurgiens qui le font derrière. Ouais, ça va piquer. Encore une autre petite anesthésie locale. C'est grave. Oui, enfin c'est surtout aussi que c'est assez violent quand même. C'est pas obligatoirement extrêmement grave, mais attaquer quelqu'un avec un hachoir, c'est quand même relativement violent, quoi, à plusieurs reprises. C'est normal. Ah oui, oui. Ouais, on est d'accord. J'ai entendu un coup à ma porte. Et je suis sorti, j'ai levé mon rideau, j'ai vu personne.
Comme un con, j'ai ouvert et je suis sorti. C'est en souffrant que là, je suis tombé sur un fou furieux, un malade. C'est le seul jour où ma femme elle n'est pas là avec ma fille. Heureusement pour vous, hein. Enfin, heureusement pour eux en tout cas. Il était choqué. Il avait encore du mal à réaliser ce qui lui était arrivé, de comprendre pourquoi ça lui était arrivé. C'est vrai qu'il décrivait ça comme une scène de film d'horreur. Il s'arrêtait pas, il était acharné, il était acharné. Bon, pour moi, il a essayé de me décapiter. Ouais, vous avez de la chance, hein. C'est vrai que ce patient a eu beaucoup de chance. Il a réussi à se protéger, d'après ce qu'il raconte, de façon assez efficace. Et c'est vrai qu'une attaque par coup de hachoir avec autant de blessures, on aurait pu s'attendre à des lésions beaucoup plus graves. En sachant que, avec sa partie d'oreille arrachée et ses plaies au niveau du visage, dans tous les cas, il y aura des séquelles définitives. Là, vous aurez peut-être besoin d'un nouveau suivi parce que, après ce genre d'épisode, souvent, on a du mal à s'en remettre. À demi-mot, Étienne Goffin propose aux patients un accompagnement psychologique dans les semaines à venir. Car si les plaies ne sont pas très profondes, l'extrême violence de la scène qu'il vient de vivre peut être particulièrement traumatisante. Les urgences de l'hôpital Sainte-Mus accueillent chaque année plus de 60 000 patients. Au petit matin, ils sont déjà très nombreux à se presser à l'accueil. Bonjour, la personne suivante. Je vais avoir un délai d'au moins 1h30, hein, minimum. 500. Salut. Je sais jamais. 500. Bien et toi? J'ai 38 ans, il a 29 ans. Ça pourrait être mon fils. J'étais en CM1, il blessait seulement. Tu vagissais dans ton berceau comme ça? Reste bien allongé. Il est joli ton plâtre ou pas? En pédiatrie, c'est au tour de la petite Gisèle. Oui. Notre petite fille, elle s'est mis quelque chose dans le nez, dans la narine droite. Vous avez essayé de la faire moucher? Oui, mais elle l'a pas... C'est une fleur en plastique? Oui, à Lego. D'accord. En fait, là, dans la narine droite. On passe un week-end tranquillement à la maison, donc, puis d'un seul coup on entend Gisèle qui se plaint, qui dit je veux me moucher, qui commence à chouiner, qui est pas bien. Puis elle nous dit une fleur dans le nez. On regarde, là c'est joué. Puis elle veut se moucher, mais il y a rien qui sort, puis elle commence un petit peu à pas être en stress, panique, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc on est parti, on a fait route aux urgences dans la foulée. Gisèle, on va regarder si tu as gardé la fleur dans ton nez. Il faudra l'enlever. D'accord. Tu peux pas garder une fleur dans ton nez. Oui, madame. Oui, madame. C'est très bien. Voilà, c'est fini. Non, c'est pas encore. Ça fait que commencer, là. Hein. Je mets au bras le slip. Très bien. Pendant ce temps, aux urgences adultes, un autre patient se présente avec une blessure spectaculaire au visage. Alors, monsieur, je l'ai pas déshabillé pour lui enlever sa paire de lunettes qui est coincée dans l'arcade. Il y a une dame qui a traversé devant moi en sortant d'un mur, d'un angle comme ça. Et je l'ai pas vu, j'ai voulu l'éviter, donc je suis tombé pour l'éviter. J'ai donné un grand coup de frein, je suis passé par-dessus mon vélo et je suis écrasé comme ça avec les mains devant et la tête après. Et mon sac avec mon ordinateur, je ne sais pas dans quel état il est, dessus. Ouais. C'est la lunette, Oui, il y a juste les lunettes qui sont un peu rentrées dans la peau, mais c'est pas grand-chose, je suppose. Il suffit de tirer. Ouais. Pendant que la petite Gisèle attend toujours aux urgences pédiatriques, chez les adultes, une autre patiente arrive en salle de déchocage pour une luxation du coude. C'est au coude. C'est le coude qui est luxé. Oui, je suis carrément tombée dessus. Ça, c'est dégonflé. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je suis le docteur Duranceau. Vous dites, si vous avez mal, hein? Et je vois que vous avez le coude qui n'est pas de la taille normale. Je suis tombée brutalement dessus. Ben voilà. Je suis allée me balader pour dire de sortir de la maison et tout. Et subitement, Boum. Je le connais. Bon, alors le coude, il est luxé. L'articulation n'est pas à la bonne place. Donc ce que je vous propose, c'est de le remettre à la bonne place. Et si je vous le fais comme ça, je vais avoir besoin de boules caisses parce que vous avez hurlé tellement ça fait mal. Donc on va vous endormir d'abord. Une fois que vous dormez, tout doucement on tire dessus. Et après on se réveille tranquillement et on se quitte bons amis. Ouais, je préfère parce que sinon moi aussi. Quelque chose. Hein. Voilà.
L'infirmière, elle m'appelle Action Man. Mais oui, mais parce qu'en fait, j'ai été médecin militaire, donc forcément, j'ai eu une activité de médecine qui n'était pas tout à fait conventionnelle. Je fais partie des gens, effectivement, qui se révèlent un peu quand il faut prendre des décisions rapides et qu'on n'a pas trop de temps pour y réfléchir. C'est comme ça, j'arrive à pas être trop impacté par le drame. Il y a des gens qui sont complètement paralysés par le drame. Donc c'est pas mon cas. Est-ce que vous prenez des médicaments tous les jours? Je prenais des pilules pour le cholestérol. D'accord, c'est tout. En fait, cette dame, elle s'est retournée le coude. Enfin, retourner, c'est pas vraiment retourner, mais l'articulation du coude est déboîtée. Et donc, les deux segments osseux sont plus au bon endroit. Alors, physiquement, on va prendre les deux pièces osseuses et on va les faire jouer pour les remettre dans le bon sens. Et c'est cette action-là qui est douloureuse parce qu'on va réétirer encore une capsule qui est déjà souffrante. Il y a quelques années, on faisait ça sans anesthésie, sans analgésie. Enfin, c'était l'équivalent de ce qu'on faisait pendant la guerre de 14. Heureusement, depuis, on a un peu progressé. Alors, le problème de la douleur, c'est que c'est très personnel. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui tolère très très mal la douleur, pour moi-même. Donc, du coup, j'ai forcément tendance à me projeter un peu sur les gens que je traite. Du coup, je suis probablement un de ceux qui utilisent beaucoup d'antalgiques. C'est que personnellement, j'arrive pas j'aime pas avoir mal. Donc, du coup, forcément, je me dis que les autres non plus. Est-ce que vous avez déjà été opéré? Oui. Est-ce qu'il y a eu des problèmes à l'anesthésie? Bonjour, c'est vous le papa de Gisèle? Oui, tu viens Gisèle? Aux urgences pédiatriques, on accueille tous les enfants de moins de 16 ans. S'il te plaît, dans la boîte, voilà. Gisèle va faire connaissance avec le médecin. Parfait. Allez, viens. Bonjour Gisèle. Tu dis bonjour? Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, très très bien. Ça c'est parfait. Alors Gisèle, tu regardes le docteur? est-ce que tu as saigné du nez? Non, merci, j'ai revenu en madame. Ouh, mais ça te stresse tout ça, hein? Ouais, elle n'aime pas trop le... Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour Gisèle. J'ai le nez dedans. En entrant, on voit rapidement qu'elle est assez stressée, elle parle rapidement, ça part dans tous les sens. Même si elle paraît bien toute souriante, elle est quand même déjà un peu stressée. Alors, est-ce que tu peux venir t'asseoir ici, Gisèle, s'il te plaît? Donc, on l'installe et rapidement, on sent que tout va se jouer dans le rapport amical qu'on va arriver à construire avec elle. Que si on arrive à la garder un peu calme et avancer, on pourra s'approcher un peu de son nez, mais que si on y va comme pour un adulte où on pourrait se passer du côté relationnel et simplement aller faire le geste technique, ça suffit pas. L'aspect relationnel peut pas passer à côté. Alors dis-moi quel âge tu as, parce que je sais pas moi quel âge tu as. Tu as quel âge Gisèle? C'est fini. Pas encore, non. Pas encore. Tu as quel âge? On va... N'aie pas peur, regarde. C'est une petite lumière c'est pour de la lumière. regarder dans ton nez. Ah, tu veux tenir? Tiens-le si tu veux. Merci. Tu vois, c'est une lumière. Mais ça, la lumière, moi je vais m'en servir pour regarder comme ça dans le nez, pour voir si je vois le Lego. Voilà, Oui, elle est faite. Presque fini. Alors, Ah, tu vois, moi je te fais moi je des regarde. câlins. Très bien. Oui. Je pense que c'est maman. Venez madame, rentrez, excusez-moi. Vas-y ma C'est fini. Non, pas encore. Pas elle a encore, un madame. nez Étroit. tout petit. Pour Gisèle, d'aller chez le médecin, c'est pas, on va dire, depuis qu'elle est toute petite, c'est pas forcément un plaisir. Tu vas te rallonger, ma chérie? Tu te rallonges, on fait comme si on dormait, tu vois. Dès qu'on commence à voir quelqu'un en blouse blanche qui commence à lui parler et qui lui demande de s'allonger, tout ça, d'un seul coup, on rigole plus. Plus vite c'est fini, mieux c'est, quoi. Donc c'est pour ça que sans arrêt on entend ça y est c'est fini dès que le médecin a fait une action sur elle, pour elle ça y est c'est fini, elle est soignée, quoi. Attends, oui. ne bouge pas. Oui, c'est Très bien. très bien. Voilà, c'est fini. Non, pas encore, bientôt. Non, le monsieur il est en train de regarder où elle est ta petite fleur. Voilà. C'est comme ça que t'as dû te l'enfoncer, ma chérie, tu vois. Oui. Voilà, très bien. Alors notre rôle ça a été de la rassurer, puisqu'on est allé voir les médecins, c'est pour que eux ils opèrent entre guillemets, et nous on est là le soutien psychologique et gérer le stress de Gisèle, puisque c'est un enfant très jeune. C'est à gauche. Oui, je la vois. Voilà, c'est à gauche, oui. Oui, c'est à gauche, oui, c'est ça. C'est bien, Gisèle. C'est ça. Ça, c'est les grandes filles. On vient les voir pour qu'ils nous aident, donc là, je vais être là pour rassurer mon enfant, de la calmer, de la rassurer, que ce soit avec des mots tendres, des gestes qui apaisent, le contact de la peau, la voix. On est vraiment dans ce rôle-là. Et on doit rester que dans ce rôle-là, à ce moment-là, on n'a que ça à faire. Bon, on va essayer.
Alors, non, il a regardé. Bien, Le monsieur, il a regardé, le docteur, il a regardé où était la petite fleur. Allez, Gisèle. T'es une grande fille. Et puis maintenant... Là, il a fini de regarder. Ah. Et on va maintenant... Allez, on va regarder. Alors, on fait toujours pareil. Pareil. Allez, on regarde. Allez, On regarde. Allez, regarde maman. C'est bien, t'es une grande fille. Non, c'est très bien. Non, il n'y a rien. T'es une grande fille. Combien vous mesurez? Oh, c'est 1 mètre. Vous faites 1m60, vous, non? Quelque chose comme ça. Bonjour. Bonjour. Bougez pas. Alors attends, j'ai du mal à me visualiser. Touche à peine, monsieur. Ça, d'accord. Ah oui, d'accord, ça. Là. C'est ça, ouais. En plus, on le voit le contour jusqu'au bout, donc il y a juste la Et je petite pense pointe. que là, la petite goutte qu'il y a, c'est le bas de... Je pense qu'on va pouvoir l'enlever tranquillement. Vous n'avez pas cogné fort la tête, monsieur? Non, enfin, je crois pas. J'ai un peu mal à la tête là. Derrière. À l'arrière. Ils vont bien regarder, il faut qu'ils fassent la radio pour voir s'il n'y a pas des petits, même s'il n'y a pas des petits débris, tout ça. S'il n'y a pas une atteinte mais ça m'étonnerait, il n'y a rien qui craint ici comme os. Et puis quand la radio sera normale, ils se tueront. De son côté, Gisèle est de plus en plus agitée et ses parents ont du mal à la calmer. Non, rien. T'es une grande fille. Ne pleure pas, mon chéri. Au début, elle était stressée, mais elle acceptait à peu près. Mais c'est vrai qu'ensuite, la sensation de l'autoscope dans la narine, ça devient un peu une gêne, donc ça lui plaît déjà moins. En général, il commence à réagir et à bouger. Regarde. Écoute, le docteur, si tu pleures pas tout de suite, écoute-moi, Gisèle. Il y en a pour 2 petites secondes. Oui, c'est bientôt fini. Là, C'est bientôt fini, regarde. Le docteur, il l'a bientôt enlevé. Et après, on ira voir la Reine des Neiges. On va aller voir la Reine des Neiges après. Allez, il y en a pour 2 petites secondes. Mais non, ça n'a pas fait mal, le docteur. Gisèle, Ça te gêne. ce soir, on mange une glace avec papa? Allez, ne pleure pas. Écoute-moi. Non, mais justement, tu vois, ça te gêne dans le Voilà, nez. Ça te gêne. Le docteur, il va te l'enlever. Comme ça, tu seras plus gêné. D'accord. Plus vite. Il l'enlève. Et mieux vite, ce. c'est fini. Voilà, allez. Tu te laisses faire, mon amour? Viens, allez, allonge-toi. Allez, on va refaire. Voilà, comme les grandes filles. C'est très bien. C'est très bien. Très bien, mon amour. Mais non. Le docteur, il regarde, c'est tout. Très bien. T'es une grande fille. Non, ne bouge pas. Non, ne bouge pas. Je la serre, ça la stresse. Non, ne bouge pas, chérie. Ne bouge pas. Ah, ça y est. Là. Voilà. C'est fini. T'es une grande fille. Voilà, c'est fini. C'est fini. Non, c'est tout. Gisèle. Regarde, Gisèle. Tu dis merci au docteur? Merci. Non. Pas dans le nez. C'est fini. Tu lui fais un bisou au docteur et à l'infirmière? Merci, maman. Non, merci, docteur. Quand l'intervention est réellement finie, on voit l'objet qui a été introduit dans la narine qui est retiré, c'est un soulagement parce que ça y est, c'est vraiment fini, c'était pas grave, elle a pas le nez qui saigne, elle est pas blessée, elle tout de suite elle retrouve le sourire, elle est contente, et c'est fini, au revoir tout le monde, bisous le médecin, bisous l'infirmière, et puis on y va, on va voir le magasin de jouets, c'est la fête. Merci, Tata. Et à l'infirmière aussi. Tu vas rentrer à ta maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, et Gisèle, du coup, maintenant, les Legos, il faut plus les mettre dans le nez, dans les oreilles, d'accord? Sinon, après, pour les enlever, ça fait un peu mal. Tu vois, c'est dangereux. T'as vu? T'as compris? Tu dis au revoir. Merci beaucoup, docteur. Tu dis bon courage? Voilà, c'est très bien. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Gisèle. C'est très bien, Gisèle. J'en enlève toutes les petites. Ah ben oui. C'est fini. C'est du passé. C'est du passé. Oui. Maintenant, plus de fleurs dans le nez et les... Dans le jouet. On n'a pas le droit. Pas le droit. Voilà. Pour le patient qui a fait une chute à vélo, l'attente se prolonge. Sa blessure à l'arcade est superficielle et aux urgences, il n'est donc pas prioritaire. Mais il semble pressé au point de s'occuper lui-même de ses lunettes. Tu prends lesquelles de bande? Celle-là. Pardon? Combien vous pesez?
Alors qu'il n'a pas encore traité la luxation du coude, le docteur Duranceau reçoit un nouvel appel du SAMU. 60. 60. Ah oui, 60. C'est ça 60, même. Oui, c'est Claude. Oui, bonjour, c'est Pierre-Luc au SAMU. Oui, salut. Je t'appelle pour savoir si tu pouvais prendre un AVP 2 roues qui s'est passé à Méhoun. Il y a une suspicion de fracture de la jambe droite fermée. À 30 km de l'hôpital, un couple de motards vient d'avoir un accident. L'homme, qui pilotait la moto, a déjà été évacué. Mais sa compagne, qui était passagère, est toujours sur place. Elle sera bientôt transférée par les pompiers à l'hôpital Sainte-Mus. Donc c'est pour savoir si... Il lui faut un déchocage ou pas? Ouais. D'accord, ouais, ça va. Bon, écoute, ouais, ça va, pas de problème. Bon, on confirme pour eux alors. Ouais. Merci. Merci, ciao. À 6h10, un AVP dans le déchoc, celui que vous voulez, je m'en fous. Ouais. Tu veux qu'on te la prépare, la salle? Ouais, tu veux. Bah, tu restes pas avec la dame. Au moment où je m'occupe de la patiente, le médecin régulateur me prévient qu'il y a un accident de la route sur lequel il y a plusieurs blessés, dont un qui est potentiellement grave, probablement plus sévère. Plus le niveau de gravité augmente, plus le temps diminue. Le médecin régulateur a jugé qu'effectivement il y avait une urgence dans l'heure à ce qu'elle soit transportée dans un centre qui puisse la traiter de façon complète. L'oxygène sur le pif avec la... Madame, je vais vous enlever les lunettes aussi. L'équipe du docteur Duranceau n'a plus une minute à perdre. Il faut traiter cette patiente tout de suite. Forcément, il y a une pression un peu plus grande parce que je me dis finalement là j'ai plus trop le choix de tergiverser. Alors je vous explique comment ça va se passer. On va vous mettre le masque à oxygène et puis petit à petit vous allez respirer tranquillement. Et au bout d'un moment, vous allez vous réveiller parce que vous aurez le coude déluxé. D'accord? Voilà. Vous restez tranquillou. Sur le bord de la route, l'équipe médicale tente de soulager Sylvie, 59 ans, qui souffre beaucoup quelques minutes après son accident de moto. Est-ce que ça vous calme un peu ce qu'on a fait là? Ça commence ou pas, vous direz? On était tranquillement en train de rouler dans l'intérieur de Méhoun. Moi, je regarde à droite, à gauche, et puis bon, là, je sais pas, il y a eu un trou noir, j'ai senti un choc violent, ma tête a tapé. Trou noir, je sais pas. Je me suis retrouvée par terre avec les jambes qui brûlaient. Ça vous fait mal où, là? À l'endroit où je touche ou pas? Aïe, aïe, c'est pour un mieux, c'est pour un mieux. Serrez ma main, allez-y. Ah, non. Aïe. Là, j'ai pensé à la mort, j'ai pensé à des amis qui se sont tués en moto, j'ai pensé à tout ça, puis pour des bêtises. C'est la morphine? Ouais. On lui fait 3, hein? Ouais. C'était la panique aussi, parce que j'étais obligée de me bourrer de morphine, de me redonner des doses de morphine, parce qu'ils n'arrivaient toujours pas à enlever les bottes. C'est bon, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Fermez-la la tête, fermez-moi la tête. Je crois qu'ils m'ont mis jusqu'à 5-6 doses de morphine, donc... On va la passer déjà sur la coquille. Hein? Après, je sais que je suis partie dans les éléphants roses, il y avait des kaléidoscopes de partout, il y avait du orange, du bleu, je sais pas quoi. Là, on l'a un peu shooté. Ouais, c'est bon. Prêt pour lever? Oui. Allez, levez. Allez, on se voit. À mon avis, ça va être compliqué à réduire parce que c'est pété en dessous, donc ça va finir au bloc cette affaire. À l'hôpital, alors que l'hélicoptère devrait arriver dans quelques minutes, la patiente qui a le coude luxé n'est pas encore endormie et le temps presse. Au bout d'un moment, vous allez... Voilà, un petit dodo et nous on s'occupe de votre bras, ok? Rêver de la plage, des cocotiers. On dit ça dans le Nord, mais c'est vrai qu'ici... Mais si, d'ici, la cocotier aussi, enfin c'est les palmiers, nous. Oui, mais bon, il n'y a pas besoin d'en rêver, quoi. Bah ouais, tu peux en rêver quand même.
Ça va? Tirez la langue, voir. Donc là, il nous reste plus que 4 minutes pour faire l'ensemble, je vous signale. C'est pas vraiment une course contre la montre, c'est une question du temps qui me reste pour faire le geste. En gros, on n'est pas là pour discuter pendant des heures, on a quelque chose à faire, on le fait, et puis une fois que c'est fait, quoi. C'est parti? Ça va? Ça va? Allez, détendez-vous, fermez les yeux. Fermez les yeux pour vous détendre. Allez, détendez-vous. Une fois qu'on a l'anesthésie, le geste il est beaucoup plus simple, les muscles étant complètement détendus, avec un effort très très peu important, on arrive à le remettre en place, mais il faut que les gens soient détendus. Le geste lui-même, il dure une trentaine de secondes maximum. Ça y est, c'est remis. Voilà. Doucement, vous allez vous réveiller tranquillement. D'accord? Hein? Ça y est. On a déluxé son coude. Elle est encore endormie. Physiquement, j'ai plus rien à faire. J'ai juste à contrôler qu'elle se réveille bien. Du coup, on va pouvoir s'occuper de l'autre qui arrive. On se comprend pas du tout. L'ensemble de l'équipe médicale qui était avec la patiente dans l'hélicoptère vont automatiquement dans la salle d'accueil des urgences vitales pour qu'on puisse décider dans quelle situation on est, combien de temps on a pour aller faire en sorte que les gens ne meurent pas. Est-ce qu'on a 5 minutes? Est-ce qu'on a un quart d'heure? Est-ce qu'on a 1 heure? Est-ce qu'on a 6 heures? Est-ce qu'on a 6 mois? C'est ça qu'on va décider aux urgences. Là. Non, elle était annoncée comme urgence absolue. En fait, ils ont fait une chute. Ouais, moto. Elle ne sait pas si elle se rappelle de rien. A priori, fracture de jambe à droite. À gauche, elle était difficile à mobiliser. Donc, on a un peu shooté, Keta, tout le monde. Elle n'est pas attachée? Mais bon, j'avais pas trop l'impression que c'était pété. En salle de déchocage, Sylvie est davantage préoccupée par le sort de son compagnon, plus légèrement touché dans l'accident, que par ses propres blessures. Coucou, j'ai vu votre compagnon. Oui. Voilà. Donc, je viens de le voir. Lui, ça va, apparemment. Oui, ça va. Il est inquiet pour vous, donc je vais le rassurer. D'accord? Allez. Merci. De rien. Merci. J'avais la conscience que mon ami était vivant, que j'étais vivante, que j'étais passée à côté de quelque chose de dramatique. J'avais vraiment peur. Parce que c'est quelqu'un de très important pour moi. J'avais vraiment peur. Bonjour madame, je suis le docteur Duranceau. On va regarder un petit peu partout. Allez, regardez, on va tout regarder. Alors quand je la prends en charge, je me rends compte qu'on est dans une urgence potentiellement grave. Dites-moi si je vous fais mal au ventre. Non, mais par contre, un peu profondément là, ça me donnait des picotements dans la jambe droite. D'accord, quand je fais ça, ça vous fait mal ou pas? Aïe. Est-ce que vous pourrez m'éteindre la lumière pendant 2 minutes, s'il vous plaît? Voilà, merci. On lui fait très rapidement une échographie pour évaluer rapidement s'il y a un saignement très très actif qui menacerait effectivement à très court terme sa vie. Voilà mon général. Et là, on va pouvoir se centrer sur le réel risque vital de ce fameux saignement interne, la plupart du temps, qui risque de l'emporter assez rapidement. Appuyez un peu sur votre ventre. Et là, ça glisse. Parfait. Allez, couverture chauffante. On vous amène au scanner. On va vous découper en tranches de haut en bas. Comme ça, on va regarder où sont les lésions, s'il y a des lésions. Non, c'est mieux le scanner. Ah oui. L'IRM, ça va pour les accidents vasculaires cérébraux, mais pas pour les accidents de la route. Elle va aller au scanner, puisqu'on n'a toujours pas évalué la fragilité de sa colonne vertébrale. Elle a possiblement une fracture de la colonne qui peut être instable. Allez, c'est parti. Avec la puissance des ordinateurs qu'on a actuellement, on a des vues 3D de tout son organisme. C'est un confort pour voir les lésions, ça n'a rien à voir avec avant. Hein. Maintenant, on regarde le truc, et même votre concierge, elle regarde le truc, elle dit non, mais c'est cassé là. Hein. Pendant que Sylvie entre au scanner, le docteur Duranceau est appelé auprès du patient, toujours un peu pressé, qui l'attend dans le couloir des urgences. C'est vrai qu'il faut que je vois un monsieur qui s'est pété la lunette, c'est lequel? Oui, mais j'ai pas réussi encore à la mettre dans un box. Il a quoi? Il a la lunette dans le... Ah ouais? Attends, on va fouiller dans un box. Donc j'essaie de me débrouiller, de lui faire une place. D'accord. Attends, il est où?
Il est wear avec sa lunette. Ah merde. Ça colle pas, ça. Je vous soulève? Vous m'arrêtez. Comme ça, c'est bien? Oui. Parfait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Oui, j'essaie de retirer les lunettes. Là. Alors, attendez, je vais le faire. Oui, parce que bon, enfin, j'attends, mais je sais pas, moi, je veux pas prendre non plus. Non, mais de toute façon, la lunette, il va pas falloir l'enlever. Donc... Et, en fait, c'est très peu foncé, il suffit de tirer. Ouais. Non, mais on va le faites pas, je vais anesthésier le truc et puis on va l'enlever facilement. Hein. Effectivement, il a pas de gravité majeure, donc c'est toujours pareil. Il a pas de raison de passer devant les autres. Donc finalement il attend qu'il y ait plus de monde devant lui pour que ça soit son tour, et au bout d'un moment il en a marre et il dit mais attends, mais moi si c'est que ça je regarde dans une glace puis je vais l'enlever ma lunette. Donc à cet endroit là au pire il allait s'arracher un bout de peau, ça allait saignoter un peu, on allait mettre une compresse dessus puis ça allait être fini, et je sais que là globalement l'os il est très près derrière, donc il n'y a pas de risque de saignement important. Donc il va falloir de toute façon que je m'en occupe pour lui suturer sa plaie. S'il arrive à l'enlever tout seul, ma foi, tant mieux, j'ai gagné ça. S'il n'y arrive pas, je le ferai et puis c'est tout, quoi. Alors, voyons cela. Des chutes de vélo, le monsieur. Chute de vélo, quelqu'un pressé qui allait en réunion. Du coup, il a loupé la réunion. Voilà. Parce que d'après la branche, c'est très peu enfoncé, il y a très peu de choses, mais je comprends pas comment ça tient. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours. J'ai encore quelques marques. Mais j'ai surtout honte et j'ai... C'est le genre de truc dont on meurt pas, donc ça va. Oui, ça va. Mais vis-à-vis de mes enfants, enfin, j'ai une fille médecin qui me dit mais attends, t'es complètement fou de rouler comme ça à vélo. Pourquoi et je dis non, je fais attention. Ah non, mais après, maintenant, c'est vendu avec, le vélo, c'est pas stable, donc c'est aussi, le risque, il est inhérent au vélo, mais bon. Il va travailler en vélo, et je pense que ses enfants lui ont dû lui dire « Ouh là là, tu te rends compte, c'est dangereux d'aller travailler en vélo ?» Et là, les enfants, ils avaient raison, parce qu'il est tombé. Donc c'est plutôt ça qui l'embêtait, parce que la gravité de sa lésion, elle n'est pas terrible quand même. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis ingénieur. J'allais à une réunion urgente, et voilà. Enfin, urgemment à une réunion qui n'était pas forcément urgente. Bah maintenant, vous avez une excuse pour pas y être allé. Oui. C'est moi qui l'organisais. Non, mais j'avais des gens que j'avais bien briefés avant. Tout était préparé. Tu verses dessus, que je vois que vous avez fermé l'œil. Fermez l'œil. Tu sais quoi? On va faire une petite anesthésie locale vite fait. Enfin, vite fait, bien fait en tout cas. C'est un peu douloureux, forcément. Alors moi, quand j'ai commencé à tirer dessus, j'ai vu qu'il commençait à tiquer un peu. J'ai dit bon, on va l'anesthésier, et puis comme ça, je vais travailler tranquille. Ça va? C'est pas super agréable, je vous le concède. Après, c'est sûr qu'une fois que l'anesthésie est faite, on peut aller beaucoup plus librement parce qu'on risque pas de faire mal aux gens. Ça, c'est les gars de vos réunions qui... Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fous? On t'attend. Ouais. Non, mais je les ai prévenus. Bon, ça va. Ils doivent être inquiets si je suis encore vivant. On va faire un peu traîner le suspense, histoire qu'on dise ouais, t'avais rien du tout. J'ai l'impression que c'est parti, là, non? Enfin, je sens plus rien, oui, c'est peut-être parce que je sens plus rien. Eh oui. Alors, bougez pas. J'enlève. Maintenant, on va pouvoir travailler propre. Donc, il n'y a plus la lunette. On pense à moi, ça fait plaisir. Ah, c'est bien. Je suis désolé, j'aurais dû le mettre sous. Non, on se le met pas, moi. C'est bon. Ouais. Alors, ce qui va pas manquer d'arriver, c'est que vous allez avoir un hématome, comme un boxeur. Bon, après, c'est un peu impressionnant et un peu dérangeant quand on vous regarde. Ce qui risque d'être beaucoup plus impressionnant pour les gens qui vous regardent, c'est quand l'hématome va venir dans le blanc de l'œil. Si c'est le cas, il ne faut pas vous affoler. La seule fois qu'il va vous affoler, c'est si l'hématome venait dans le parti coloré de l'œil. Ça, c'est pas la même chanson. Hein. Mais là, il n'y en a pas du tout, et il n'y a pas de raison qu'il en vienne à cet endroit-là. J'avais promis à mes enfants de faire attention, et voilà. Bah ouais, ça veut pas dire que vous avez forcément pris des risques inconsidérés non plus. Hein. Non, mais quand même, j'allais un peu vite. Un peu vite à cet endroit-là. Oui, il est en dessous le sac. Non, le dossier là est pas fait. Sylvie, la patiente accidentée, sort du scanner.
Donc finalement, à l'issue du scanner, je me rends compte avec le radiologue qu'elle a aucune lésion vitale. Donc maintenant, on va pouvoir se centrer sur les lésions qui sont pas vitales. Et donc, comme elle se plaint quand même de ses jambes, on va dans un deuxième temps passer par le service de radio pour aller lui faire des radios de bonne qualité. Et là, on va découvrir à l'issue de la radio qu'elle a les 2 jambes cassées en fait. Bon, alors ça, j'enlève. Ah, merci de le faire. Regardez comme je suis bon avec vous. Du tout ça. Elle Ça, m'énerve aussi, hein. j'enlève. Bien sûr. Allez, hop. Hop là. Alors, il y a une fracture dans chaque jambe. Il y a 2 fractures à la jambe droite et une seule à la jambe gauche. Il y a le tibia et le péroné qui sont cassés à la jambe droite. Il va probablement falloir l'opérer pour le stabiliser correctement. Parce que sinon, vous allez boiter toute votre vie. Ça, c'est pas urgent à faire. On le fera demain matin tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'immobiliser, on va le plâtrer. On va vous mettre du gaz sur le pif, là, pour vous faire un peu dans les choux. Comme ça, je vous fais pas mal pendant que je plâtre. Et puis après, il faudra vous hospitaliser en chirurgie orthopédique. Ça se passe bien, ça fait combien de temps? Il y en a pour un bon mois et demi. À l'hôpital? Non. Ah bon, c'est ça. C'est bon, on arrête l'audio? Ouais, c'est bon. Non, pour réparer Enfin, pour qu'elle soit complètement, définitivement réparée, il y en a pour 1 an et demi. Oui, j'ai bien compris. Il y en a pour 1 mois et demi de plâtre. Après, vous allez récupérer doucement. C'est bien que j'ai plus d'envie de rentrer chez moi. Certes. Donc, combien de temps je reste ici? À mon avis, vous allez rester une petite semaine. C'est tout? Ouais. Si ça se complique pas... Après une semaine d'hospitalisation, vous êtes bien parti pour pas vous compliquer. Sylvie pourra rentrer à la maison et retrouver sa maman qui vit chez elle. De vouloir rentrer chez soi, ce qui est le plus basique, le plus humain. Parce que chez soi, c'est une carapace, c'est notre univers, c'est notre territoire, c'est notre petit royaume. On se sent protégé chez soi, voilà, c'est tout. Je remarcherai, c'est ça surtout, c'est important. Je remarcherai. Et je remonterai peut-être sur une moto. Un autre soulagement pour Sylvie. Dans le couloir des urgences, elle retrouve son compagnon, légèrement touché, qui attend sur un brancard. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui sentait certainement fautif aussi. Moi, j'avais besoin de prendre de ses nouvelles. Voilà. Alors qu'il est en rien responsable de ce qui s'est passé. Bon, vous allez me faire verser une larme. Le lendemain, Sylvie sera opérée des 2 jambes au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital. Après plusieurs mois de rééducation, elle marche aujourd'hui normalement, mais n'a toujours pas refait de moto. En ce début de soirée, les patients les plus gravement touchés ont tous été pris en charge. Le personnel soignant peut s'occuper des cas les moins préoccupants. Et là, ce qui vous gêne le plus, c'est quoi, là, alors? L'intérieur? D'accord. Détendez-vous. Vous regardez pas. Je vous préviens quand je pique ou pas? Non? Détendez-vous. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Vous voulez qu'on vous allonge? Allez, passez la porte. Là. Une patiente qui a du mal à marcher se présente à l'accueil des urgences. Son état nécessite une prise en charge immédiate. Titi, tu pourrais venir, s'il te plaît? Ouais. Ah, calmez-vous, ça va. Calmez-vous. Une crise de spasme. Mais j'ai un jeune homme amené à l'UHD qui est dans le box de tri. Là. La jeune femme tremble et se plaint de palpitations cardiaques. Allez, je vous laisse aller faire l'entrée, monsieur. Elle a le sentiment que son sac en plastique l'aide à respirer. Son problème au départ, c'est une crise d'angoisse. Elle arrive dans un tableau qu'on appelle nous spasmophilie ou crise de tétanie, c'est-à-dire elle respire très vite, elle commence à crisper au niveau des mains, elle se sent très angoissée, elle est très agitée. Allez, on va voir si vous respirez bien. Ça doit une crise de spasme, hein. 1,14. T'as vu ses mains? Alors par contre, on va pas réussir à prendre la tension, hein.
Allez, gardez le bras allongé. On va lui faire un électro. Faites un petit effort. Ouais. Votre cœur qui bat vite. Il va falloir vous mettre torse nu et mettre des électrodes tout autour du cœur. L'électrocardiogramme, qui est l'examen du cœur, le tracé, montre que pour son âge, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à ce moment-là, elle passe en déchocage. Votre bras gauche, s'il vous plaît. Ça me plaît plus mal, là. Vous faites la crise d'angoisse, c'est tout. C'est une vraie grosse crise d'angoisse. C'est bon, allez-y, vous pouvez prendre votre sac, c'est bon. Allez, là. Je passe juste là. Bonjour. Mais qu'est-ce qui vous a contrarié comme ça? Le mari, le petit ami, la belle-mère, le patron, la sœur, la cousine, le tonton? Je sais pas, j'aimerais bien savoir. Bah, de toute façon, c'est pas très compliqué à savoir. Hein. On va commencer par les choses simples. La crise s'est déclenchée au décours du repas, au décours du dodo, au décours de... Hein? Elle a commencé hier, mais j'ai réussi à la calmer. Elle a commencé hier. Alors, hier, elle a commencé... Pourquoi? Ça fait 3 jours que j'ai pas d'appétit, que je dors pas, peut-être que c'est à cause de ça. Et pourquoi on ne dort pas et qu'on n'a pas d'appétit? Je sais pas. On est enceinte? Pas du tout, j'ai mes règles. D'accord, bon déjà ça, on a éliminé un gros problème. Question simple, on est une adepte des boissons énergisantes? Oui. Ben voilà le résultat. En effet, c'est une crise d'angoisse. En effet, c'est une personne, on va dire, stressée, mais c'est surtout une personne qui a pris une boisson énergisante qui peut causer ce genre de trouble. À partir de maintenant, c'est interdit. On a l'explication de l'électrocardiogramme. Interdit, ça veut dire. Ça veut dire quoi, interdit? Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot interdit? Je vous explique, vous avez... Je comprends maintenant, j'en vis des 7 par jour, je comprends. Voilà, vous êtes à 140 de pouls. Éventuellement, est-ce que vous m'avez mis de la vodka? En ce moment, non, pas trop, mais j'ai bu 3 martinis. Voilà. C'est le fait de consommer cette boisson en grande quantité associée à de l'alcool qui peut provoquer chez certains individus, en effet, un danger par trouble du rythme cardiaque. Après, on ne peut pas incriminer à proprement parler cette boisson, c'est la susceptibilité de chacun. Certains prennent un coca, ils ne dorment pas de la nuit, d'autres ils vont boire 1,5 litre, ils vont dormir comme des bébés, quoi, en gros. Et aux infos, vous n'avez pas entendu parler des malaises dus au mélange de boissons alcoolisées et de certaines boissons énergisantes? Est-ce qu'il faut que je vous fasse un petit dessin comme dans Le Petit Prince? Non, mais c'est bon, j'arrête, hein. Bien. Tout de suite, je vous rassure. Bon, lâchez-moi ce sac, là, parce que dans 5 minutes, vous allez finir par vous étouffer avec. Là aussi, c'est marqué, il ne faut pas donner à jouer aux enfants. Hein. Là, on va vous passer un médicament qui est un relaxant. C'est ce qu'on donne avant de descendre au bloc opératoire. Donc, pour détendre plus que ça, c'est pas possible. Après, on passe à l'anesthésie générale. Hein. Donc, on va peut-être éviter de vous mettre un tuyau dans la gorge pour respirer tout de suite. Ça ferait désordre. Oh non, pas ça. Et oh. Et tu me fais le propos quand même. Hein. Bon, stop. Bon, tombez dans les pommes alors. C'est ce qui va arriver de toute façon. Eh ben c'est très bien, vous êtes déjà couché, vous tomberez pas plus bas. Elle a un terrain, nous ce qu'on appelle le terrain grand H, c'est-à-dire le terrain hystérique. C'est-à-dire que le moindre truc, le fait est amplifié. Énormément amplifié. Ça me fait mal dans le bras là. Non, allez, stop, ça suffit, il n'y a plus d'aiguille. Ça y est, la mère va devenir toute rose. Détendez-vous. Non, laisse. Bon, qu'est-ce qui vous a contrarié? Sérieux, on se met pas dans cet état comme ça quand même. Hein. Non, mais je sais pas, depuis le collège, je sais Si vous parlez avec la main devant la bouche, je ne vais pas... Alors, on enlève sa main et on parle. Levez-moi cette main de devant la bouche. On dirait Darvador. C'est chiant, je déteste comme ça. Bon, ben, je vais vous laisser mourir tranquille. Hein. Je reviendrai quand vous serez en arrêt. Pourquoi ça se durcit là? Ben parce que vous respirez n'importe comment, que vous ne m'écoutez pas. Donc, tant que vous ne m'écouterez pas, ça continuera. Ma technique, c'est de lui faire comprendre qu'elle peut faire tout le jeu qu'elle veut, elle ne m'impressionnera pas, ça ne m'atteindra pas. Quoi qu'il arrive, là, elle n'a pas un bon public. Quoi. C'est pas qu'elle a un mauvais jeu, c'est que moi, je suis pas bon public. Moi, je reste sur ma position d'urgentiste, elle n'est plus en détresse, j'ai levé la détresse, donc oui, faites votre cinéma jusqu'à demain.
C'est votre problème, ça, c'est pas le mien. C'est aussi responsabiliser le patient. Le patient, il n'est pas là pour faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. On aurait la même chose avec une enfant de 7 ans. On dirait elle est mal éduquée. Le cœur, il bat bien, ça respire bien. Oui. Allez, mets-moi à fond la tarasse. C'est fait. Et pas de visite, rien, elle reste seule jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais non. Détendez-vous. Le fait de la laisser toute seule, elle s'est calmée. Elle s'est détendue parce que le médicament aussi a fait de l'effet. Et quand elle a été, on va dire, plus coopérante, là, on a autorisé à ce que son compagnon vienne, lui dise au revoir et ils repartent. Parce que de toute façon, je la laissais pas partir. Elle avait pris ses boissons. Elle est arrivée à 132 pouls, un électro qui n'était pas normal. Fallait faire un contrôle quand elle avait cuvé tout ça, entre guillemets. En fait, elle quitte des chocages et elle finit sa nuit dans l'unité d'observation des urgences, en attendant un contrôle au petit matin. En pleine nuit, les pompiers arrivent à l'hôpital avec un nouveau-né dans les bras. Les équipes découvrent la situation sur leur écran de contrôle. Ah, il a quoi? Il a un bébé dans les bras, lui? Le pompier, là, à gauche. Ouais. Est-ce que c'est pas la mère qui a amené? Est-ce que c'est ça? Ouais, il y a quelqu'un dans un coquille, là, non? Non, mais c'est ses pieds, là. Ah oui, oui, mais excuse-moi, il y a quelque chose sur les pieds. Mais le pompier debout à gauche, il a un bébé dans les bras. Qui est peut-être avec la personne, une voiture. Sur l'écran de contrôle, vers 3h du matin, on aperçoit dans le sas des pompiers une maman arrivée sur le brancard et un pompier qui a un bébé au bras. Bonsoir. On se demande entre nous si c'est la maman qui est concernée, si c'est l'enfant et si l'enfant, ce bébé, va venir chez nous. On ne sait pas, on est vraiment perdu à ce moment-là. La patiente qui est arrivée avec son bébé est prise en charge aux urgences adultes. Elle a fait une chute après une dispute conjugale. Comment ça s'est passé? Vous êtes disputé en fait? Oui, un peu. Quand l'infirmière d'accueil l'a vue arriver, en fait, il se trouve qu'elle est probablement alcoolisée. Vous avez bu de l'alcool ce soir? 2 verres de vin. Mais il faut pas boire du tout pour la... Ouais, normalement, mais comme il y a eu un anniversaire Et pour l'allaitement, comment on fait? On donne le biberon alors à la place? Le mieux pour le pitchoun, c'est qu'ils prennent les biberons, je pense. Hein? Ce soir, on est d'accord? Et puis là, pour l'instant, le pitchoun, il reste en pédiatrie à côté. Hein? D'accord. L'infirmière d'accueil va diriger le bébé sur le service de pédiatrie qui est juste à côté pour que l'enfant soit mis en sécurité. L'enfant, il n'a rien, lui. On va s'occuper de la maman qui finalement n'a pas grand-chose non plus. On lui fait une radio des lombaires, on trouve pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a, ce bébé? En fait, c'est la maman qui est chez nous. Bah, regardez, il est bien, là. Moi, j'avais raison. Mais le pompier, on le garde avec nous. Tiens, vas-y, fais voir. Ah ouais, c'est un petit bébé, c'est bien ce que je voyais dans la caméra. Violence conjugale. Ah. Vas-y, je l'ai. Voilà. Toi, on va te trouver un petit lit, toi. Ce bébé, c'est moi qui le prends. En fait, le pompier entre dans la pièce, il vient vers moi, donc instinctivement, j'ai tendu les bras, le pompier m'a tendu l'enfant. Ce bébé, quand je le récupère dans les bras, la première chose, c'est que je le regarde. Même si on m'a expliqué la situation, il faut que l'enfant, je le voie. Que de visu, j'arrive à juger son état, savoir s'il est en difficulté ou pas, ou s'il a juste besoin de réconfort. C'est instinctif. C'est instinctif. On est dans le soin, mais voilà, le relationnel, c'est très important. De quoi? Ça, c'est un garçon. Ah ouais? Oui, ça, c'est un garçon. Une chemise, c'est un garçon. Puis il a une tranche de garçon. Ouais. Si. Si, c'est un garçon. Mais oui. T'as vu quelque chose? On ne travaille pas en pédiatrie pour rien. On est dans le soin en pédiatrie, mais on est aussi dans le relationnel. Donc je le prends, je le rassure. Même s'il dort, je le rassure peut-être par mes mots. Et après, je le laisse dormir au creux de mes bras parce que il faut bien qu'il danse, cet enfant. Moi aussi, si je baille, hein, je peux pas aller faire dodo, moi. Mais non, moi, j'ai pas le droit. Mais toi, ce serait bien que tu fasses le petit dodo. Je t'ai eu.
Allez, T'as une petite seconde. Vous avez déjà fait de la réa pour votre crise d'asthme? Ouais, c'est déjà mal passé. Pardon? La réa, non, ils ont voulu m'intuber une fois. Mais vous en avez déjà fait. Venez avec moi, passez la porte. Ce patient arrivé aux urgences en pleine nuit, par ses propres moyens, est très essoufflé. Venez, monsieur. Il respire avec difficulté et a même du mal à se déplacer. Allez-y, installez-vous. Vous avez pris de la ventoline, quelque chose? Oui, ventoline. 4 Célestin. D'accord. Oui, excuse-moi de te déranger, c'est Sébastien. J'ai un monsieur qui me fait une crise d'asthme, qui a déjà pris 4 bouffées de Célestine, qui est suivi en réanimation pour ça, qui a un pouls à 133. Ok, je le pose de suite. Merci. Je peux pas tout faire en même temps, là je l'arrête derrière, franchement. On va en déchoc de suite avec le monsieur. Déchoc de suite avec le monsieur. Il a allergie? Non, une crise d'asthme. Complémentaire? Non, mon face à tout ça là-bas. On le pousse tout de suite au déchoc. En fait, ce patient, il est asthmatique et il vient aux urgences et il arrive de lui-même avec une crise d'asthme relativement sévère. Il faut le faire passer devant tout le monde et ceux qui passent devant tout le monde, ils finissent dans la salle de déchocage. Les infirmières du déchocage commencent à le prendre en charge et moi j'arrive quelques minutes après et très rapidement je me rends compte qu'effectivement rien qu'à la vue, ce patient il a une crise d'asthme grave. Il est couvert de sueur, il fait de grosses difficultés à respirer, on le voit, tous ses muscles respiratoires il les met en jeu pour pouvoir arriver à faire rentrer de l'air dans ses poumons. C'est des crises qui sont extrêmement fulgurantes, c'est-à-dire qu'ils progressent très rapidement dans le temps, et d'une simple gêne respiratoire, 1 heure après, les gens sont complètement en train de suffoquer et risquent de faire un arrêt cardiaque très rapidement. Donc ces gens-là, il faut rapidement les prendre en charge. Ça commence à redescendre. Allez, asseyez-vous. Ouais, mieux, mais pas beaucoup mieux hein, quand même. Hein. C'est quoi, c'est le deuxième aérosol, ça? Il en faut au moins 4 ou 5. Allez, on attend un peu. Quoi? On attend un peu avant de... Je vous dis que ça redescend. Allez, je vous fais confiance. Alors, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, il a le sentiment que ça va mieux. Moi, quand j'écoute ses poumons, je trouve que ça va pas beaucoup mieux quand même. Mais lui, objectivement, il dit non mais ça va mieux, ça va mieux. Je lui dis oui, vous vous sentez mieux, mais vous avez un asthme qui a un potentiel évolutif assez rapide. Si vous partez maintenant, il est probable et possible que dans quelques heures, vous soyez à nouveau dans le même état et vous serez plus dans l'hôpital. Et c'est ces asthmes-là qui ont un peu tendance à faire des arrêts cardiaques brutaux. Je lui dis que finalement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions qu'ils partent maintenant, quoi. Ah bon? Oui, parce que j'ai pas envie de vous voir. Là, si je vous laisse repartir, là, dans 2 heures, vous appelez le SAMU, enfin, votre femme appelle le SAMU parce que vous êtes en arrêt cardiaque, quoi. Enfin, c'est le risque, quoi. Hein. Et vous avez quand même des critères. Je peux sortir de ma main. Peut-être un peu court, à mon avis. Hein. Vous aimez bien jouer, vous, hein? Non, mais attends, j'ai du boulot, moi. Ah bah, je sais bien, ouais. Plein de gens ont du boulot. Et là, je comprends qu'en fait, il est chef d'entreprise et il se dit, si tout d'un coup je suis hospitalisé, ça génère des gros embêtements au niveau de mon entreprise. Donc c'est pour ça qu'il veut pas être hospitalisé. Donc il se dit, ça va passer, je vais prendre sur moi et ça va passer. Enfin là, globalement, vous faites pas une petite crisette, quoi. Là, vous avez pris 4 mg de Célestine, 80 de Solumédrol, 2 mg de sulfate de magnésium, 6 aérosols. Normalement, n'importe quel gus qui fait une crise d'asthme comme ça, il a besoin du tiers de ce que vous avez eu. Après, il rentre chez lui en courant. Non, mais faites pas la demande, hein. Faut finir un truc. Vous filerez ce que vous voulez, je m'en fous. C'est votre santé, c'est pas la mienne. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas de crise d'asthme. C'est une vraie négociation parce que le patient a l'impression qu'il va mieux, mais il connaît pas le potentiel évolutif de sa maladie. Il le connaît mal. Moi, je le connais par contre. J'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a certains qui partent et puis qui arrivent en arrêt cardiaque 3 heures après. Donc, il prend des risques. Il n'en a pas la conscience, mais il en prend des risques. Parce que les risques, c'est pas moi qui les prends, hein. C'est lui. Hein. Si vous préférez repartir, moi, je vous laisse repartir. Je trouve que ça con, mais bon, voilà. Non, mais je suis une décharge de ça. Mais je m'en fous, moi, de votre décharge. Vous n'avez pas besoin de signer une décharge. Hein. Vous avez compris ce que vous risquez, et après, c'est vous qui prenez le risque. On ne peut pas forcer quelqu'un, en France en tout cas, à se soigner contre sa volonté. Sauf quand on est dans le cadre d'une pathologie psychiatrique
dans laquelle il y a une altération du jugement, hormis une pathologie psychiatrique, les gens sont libres de se soigner ou de pas se soigner. Légalement, on peut pas l'attacher pour le faire. Après, chacun est responsable de sa santé et de sa vie. Hein. Si vous préférez partir, moi je vous laisse partir. Hein. Je préfère partir. C'est comme vous voulez. Mais après, moi je partirais pas hein, si j'étais vous. Hein. Parce que vous avez des comportements d'adolescents idiots, mais tant pis pour vous. Hein. Mais je vais pas vous laisser repartir comme un gland avec une crise d'asthme et des lactates à 3. Alors que ce que j'espère, c'est que ça va bien se passer. Parce que c'est comme la roulette russe. Hein. Chaque fois qu'on tire sur le barillet, il y a 7 coups. Des fois, 6 fois sur 7, ça marche bien. Hein. Ouais. Normalement, ça finit par m'énerver. En plus, il est 5 h du matin, j'ai commencé la veille, je suis moins dans la discussion. Ouais. Il commence à me chauffer tous autant qu'ils sont là. Il est un peu con, lui. Après, on va le laisser là, et puis on va attendre qu'il aille mieux. Au petit matin, le docteur Sandrine Carrera prend le relais de son collègue Claude Duranceau. Elle va devoir négocier elle aussi avec le patient asthmatique. Bonjour. Alors, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous seriez capable de me faire une phrase d'environ 10 mots sans reprendre votre souffle? Je vais prendre une douche, aller aux toilettes et me laver les dents. Presque. Non mais presque sans reprendre votre souffle. Après avoir examiné le patient, je suis exactement du même avis que Claude. Il ne peut pas sortir. Oui, il y a un trop gros risque pour lui. Moi, ce que je vais vous proposer, je sais, mon collègue m'a dit, je veux pas être hospitalisé, je veux pas ceci, je veux pas cela. Vous êtes d'accord pour rester avec moi au moins jusqu'à midi? En observation, voir si... Je suis depuis 5 heures. Ben oui, je vous demande de rester jusqu'à midi, s'il vous plaît. Si je le laisse sortir et qu'il arrive quoi que ce soit, même si nous ne sommes pas responsables, nous allons nous sentir responsables tous. On le sait ce qui va se passer. Je le laisse quand même sortir, il revient en arrêt ou dans un état grave avec le SMUR. On est humain aussi, on peut pas dire « Oh, c'est sa faute, c'est un sale con ». Non. Donc on va négocier. S'il vous plaît. Midi, je vous promets que si vous n'avez pas refait de crise et que je J'en ferai pas de crise avec tout ce que vous m'avez mis. Écoutez-moi, 5 heures d'observation pour le dernier aérosol. Si je n'ai aucune crise qui s'est déclenchée, je vous libère. Mais je n'aurai pas de crise. Comment je respire? Justement, on se donne à midi. Si à midi... Il m'a dit ça à 5 heures. Claude avait été plutôt frontal avec ce patient. C'était plutôt un affrontement, plus qu'une négociation. Cette méthode n'étant pas optimale, je vais passer par d'autres voies. Donc du donnant-donnant. Le principe même de la négociation. Je vous demande d'attendre... Je signe un papier. Non, on signe rien du tout. Je vous demande 2 heures dans votre vie, un dimanche. D'accord? Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez rien à faire de particulier. Si, j'ai plus de batterie. C'est quel modèle? Je vais voir si quelqu'un a un chargeur. Si c'est que ça pour vous garder ici, je me débrouille de vous trouver le chargeur. Et un accès toilette. Mais je vais vous faire passer dans une autre chambre dès que j'ai une chambre de disponible. D'accord? Mais c'est juste pour observation jusqu'à midi. Je vous demande pas de rester attaché à cet appareil. Je vous demande juste observer. Midi. Si à midi, il n'y a pas eu d'autre crise, au revoir, monsieur. Ok. Je vous trouve ça. Oh là là, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. S'il avait eu de la famille, ce patient, en salle, une femme, un enfant, je jouais sur la fibre affective. Vous n'allez pas faire ça à votre famille. Il n'y avait personne. Donc j'ai cherché un autre point d'accroche. Le jour où ce monsieur est venu, ce n'était pas un jour où il travaillait. Donc il ne pouvait pas me dire qu'il devait partir pour sa boîte là de suite. Donc il est venu, il ne travaille pas, argument non recevable. Il a un portable, il est déchargé, faut un chargeur, pas de problème. Alors, programme des réjouissances. Le monsieur de la Deschoquin, est-ce que la chambre 12 est dispo ou pas encore? Oui. Il est libre? Oui. Par contre, est-ce que l'une d'entre vous aurait un chargeur? Ou est-ce que quelqu'un peut m'en décoter un, s'il vous plaît? Faut le cap, des fois. J'ai appelé le cap. Voilà, parce que il a plus de batterie et c'est la seule condition pour qu'il reste. Oui, c'est Julie. Est-ce que au cap, vous auriez pas un chargeur à nous dépanner? Ouais. Non? Et alors? Ok, bon, merci. Au revoir. Bon, il n'y a pas au cap. Christelle, est-ce que quelqu'un aurait un chargeur? Nadia, elle a dit oui, mais fuck pour le patient. Pourquoi? Ouais. Oh, allez, qu'elle fasse pas ce cas. Non, mais c'est bon ou pas? On le met à la 12 et lui, il est pas infecté.
1 heure. Juste 1 heure. 1 heure, le temps de recharger sa batterie. Bienvenue dans la négociation. Bon, salut. Bon, elle veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle prête pas au patient. Trop chiante. Oui, c'est Jus. Dis-moi, est-ce que tu prêterais ton chargeur à un patient pendant 1 heure? Oui? Allez, ça va, merci. Ouais, merci. Ah, Nat, elle a dit oui. J'ai trouvé un chargeur. L'avantage, c'est que en l'ayant sous les yeux jusqu'à midi, on a essayé quand même de le garder le plus longtemps possible par rapport aux 12 premières heures de la crise. Le plus dangereux, c'est les 12 premières heures. En gardant jusqu'à midi, je l'ai déjà gardé 8 heures. Je diminuais au fur et à mesure le risque d'aggravation. Au terme de la négociation, à midi, il ne s'est pas aggravé. Donc là, on n'a qu'une parole. Ok, il est midi, il ne veut pas rester. Je vais le laisser partir. Mais ça ne sera pas dans les meilleures conditions. D'ailleurs, il part, je ne le vois pas partir. À l'accueil des urgences, une maman a retrouvé son bébé. Grâce au personnel soignant, il aura dormi toute la nuit sans se réveiller. Le papa doit maintenant venir les chercher. Le lieu, hôpital Sainte-Musse à Toulon. La date, aujourd'hui ou un autre jour. Car ici, le temps importe peu. C'est le monde des urgences, ouvert 24 heures sur 24.